L'homme moderne a créé la ville, les embouteillages, le stress. Heureusement que la nature a créé la plante de cannabis sativa avec le CBD pour pouvoir se détendre un petit peu. Alors si vous êtes stressé, allez sur notre site et vous retrouverez le meilleur des plantes cultivées en plein champ, sans irrigation, sans aucun traitement, des plantes 100% naturelles. Alors moi je vais vous parler d'une méthode comptable, c'est la méthode CARE. Alors quand même, moi je trouve ça ça pourrait paraître curieux quand même de venir parler de comptabilité à des rencontres de maraîchage sur sol vivant, mais c'est vrai que ce matin, même là on parle d'environnement, et c'est vrai que quand on entend parler d'environnement, et directement on en arrive aux questions de problématiques environnementales, et de suite on se pose un petit peu la question, mais que font nos politiques quoi? Et après, on entend aussi, dès qu'on pose cette question-là, de dire en fait, mais quel est le véritable pouvoir de nos politiques? Et là, on en arrive souvent à une impuissance due au fait que bien souvent, les politiques sont surdéterminées par des enjeux économiques. Et là, mon point, c'est que l'économie, en fait, elle va être le soubassement de l'économie, ça va être des modèles comptables. Et donc, si on veut parler d'économie, d'environnement, il est nécessaire de reprendre à la base, c'est-à-dire de parler de comptabilité. Et du coup, là, je vais vous présenter un modèle comptable qui a pour objectif d'intégrer et d'essayer de prendre en compte les coûts socio-environnementaux. Et alors, du coup, pourquoi compter autrement? Séverine l'a déjà expliqué sur la question des limites planétaires, on en a déjà dépassé 6, 7, et puis c'est pas nouveau, hein. Déjà le premier rapport Meadows dans les années 72 montrait qu'une croissance exponentielle dans un monde fini est une impossibilité mathématique, et donc il faut compter autrement si on veut pouvoir continuer à exister en tant qu'espèce. C'est de cet enjeu-là dont on parle. Et dans la manière de compter, on peut regarder par exemple simplement sur une ferme, là par exemple, ça c'est une photo de ma ferme, où qu'est-ce qui est nécessaire pour faire fonctionner une ferme? Si vous vous lancez, le premier truc qui va être nécessaire, c'est où vous apportez des capitaux financiers qui sont vos sous, ou vous allez à la banque, et là vous allez avoir du coup un capital financier qui vous est prêté, et du coup avec ce capital vous allez pouvoir acheter des serres, un tracteur, des bâtiments, en fait tous des moyens de production pour lancer une activité agricole. Et quand vous faites un bilan comptable, en fait c'est de ça qu'il s'agit. Et pourtant, pour qu'une ferme fonctionne, il faut aussi qu'il y ait des sols. Si vous n'avez pas de sol, pas de matière organique, pas de vers de terre, pas d'oiseaux, pas de biodiversité, ça s'appelle peut-être Mars ou la Lune, et on voit que c'est quand même difficile de cultiver dans ces conditions-là. De même, on voit que dans de nombreuses exploitations, les agriculteurs partent à la retraite ou malheureusement se suicident, et là on se retrouve avec un problème: quand il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de ferme. On voit donc de manière assez logique que les capitaux naturels et sociaux sont indispensables à la durabilité d'une ferme. Et pourtant, ils ne sont pas pris en compte dans les modèles comptables, ce qui montre vraiment la non-neutralité de la comptabilité, et le fait de prendre en compte seulement le capital financier est une position idéologique et qui peut être critiquable, surtout quand on voit qu'il y a des problèmes environnementaux et des problèmes sociaux. Du coup, on parle de comptabilité, et du coup, je vais vous faire une petite histoire de la comptabilité. La comptabilité, on a l'habitude de la faire remonter à la fin du XVe siècle, mais finalement, c'est beaucoup plus ancien, la comptabilité. Les premiers exemples de comptabilité datent de 3 à 4 000 ans avant Jésus-Christ. Déjà, à Sumer, les Babyloniens écrivaient sur des tablettes d'argile toute une série d'informations qui allaient être nécessaires à l'administration. Du coup, sur ces tablettes va être inscrit toute une série d'informations, le nombre de champs, le nombre de têtes de bétail qui va être nécessaire pour administrer en fait des sociétés humaines qui vont s'agrandir et qui vont passer la taille de la famille, de la tribu, et pour pouvoir administrer des grands ensembles, pour avoir une gestion adéquate, l'outil comptable va être nécessaire. Et on voit en fait que la comptabilité, ça va être quelque part la première forme d'écriture. Les premières choses qui ont été inscrites par des humains, ça a été des données qui vont servir à la comptabilité.
Et cette comptabilité va servir en fait à représenter le monde, et cette représentation du monde va être nécessaire pour une gestion la plus juste de cet ensemble. La comptabilité va évoluer au fil du temps pour atteindre quelque part à la fin du XVe siècle une certaine forme de stabilisation. En tous les cas, elle va être codifiée avec cet ouvrage de Luca Pacioli, la somme arithmétique et géométrique, qui va se répandre dans toute l'Europe parce qu'elle est concomitante avec l'invention de l'imprimerie. Et donc du coup, dans cette modalité comptable, en fait, on va avoir une invention qui peut paraître insignifiante, mais qui est fondamentale, c'est le concept d'inscription en double partie dans la comptabilité. Par exemple, quand vous allez à la banque et que le banquier vous prête 50 000 euros, vous allez mettre 50 000 euros à l'actif de votre entreprise. Avec ces 50 000 euros, vous allez pouvoir acheter votre tracteur, vos tunnels, et vous allez en fait utiliser l'actif pour produire. Ça va être un moyen de production, ça va être une richesse, ça va être quelque chose que vous allez consommer pour produire. Mais en contrepartie, on va avoir dans le bilan comptable, au passif, une dette que l'entreprise va avoir auprès de son créancier, la banque. Et cette dette va engager comptablement l'entreprise à rembourser son créancier, c'est-à-dire la banque. Et il va même avoir des lois qui vont s'assurer que le créancier sera remboursé. C'est bien cette utilisation du capital comme dette qui va être utilisée par les capitalistes pour créer leurs empires. Puisque finalement, avant de pouvoir accumuler, il va falloir conserver. Et cette inscription du capital financier au passif d'une entreprise va être un outil de conservation exceptionnel qui a été créé par les comptables, soutenu par les capitalistes, et qui va permettre en fait l'émergence du capitalisme moderne tel qu'on va le connaître au fil du temps. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'en fait cet outil comptable est d'une extrême puissance pour préserver un capital. Ça a été le capital financier, mais on pourrait utiliser cet outil pour préserver le capital naturel ou préserver le capital social. Et c'est ce que fait CARE. Mais avant, on va revenir un petit peu sur les définitions, sur qu'est-ce que le capital. Le capital, il est défini souvent dans le sens commun, dans le sens usuel, comme un moyen de production, une ressource qu'on va essayer de faire fructifier. Enfin, on parle de faire fructifier son capital. Si on regarde comment les économistes utilisent ce terme, que ce soit Marx, en fait, tous les économistes, peu importe leurs idées, peu importe leur obédience, vont utiliser ce capital comme un actif qu'il va falloir utiliser. Quand Marx parle de capital, c'est le capital, il est à côté du travail comme un moyen de production. Et cette notion, elle va vraiment s'ancrer et se diffuser dans même notre langage. Et c'est quand on parle de capital, on a cette vision du capital comme un actif. Alors que d'un point de vue historique et toujours actuellement dans les bilans comptables, le capital est un passif. Et le passif, quand on met quelque chose au passif, c'est quelque chose que l'on veut conserver. Et c'est cette idée qui peut paraître simple, tellement simple qu'elle est difficile à comprendre. Il m'a fallu plusieurs années pour vraiment intégrer ce que mettre un capital au passif impliquait, que Jacques Richard et Alexandre Rambaud, qui sont les inventeurs de la méthode CARE, ont pensé. Voilà, donc là on a vraiment un mot capital qui va avoir deux définitions totalement différentes. Puisqu'on est sur les définitions, on va parler d'externalité. Je ne sais pas si vous avez une définition claire de ce qu'est une externalité, mais quand on voit, surtout avec des images comme ça, et que je vous parle d'externalité, vous allez penser que c'est sans doute là une externalité négative qu'une entreprise peut avoir sur son environnement. Donc du coup, une externalité négative, ce serait une pollution. Une externalité positive, c'est le fameux exemple de l'apiculteur dont ses abeilles iraient polliniser le verger à côté. Faut bien comprendre que le concept d'externalité est un concept qui rentre dans un modèle socio-économique qui est le modèle néoclassique, qui est le modèle dominant en économie. Et ce concept d'externalité n'est en aucun cas un synonyme d'une gestion des impacts environnementaux.
La définition d'une externalité, c'est les coûts et avantages que va avoir un agent économique sur un autre agent économique qui n'est pas médiatisé par un marché. Déjà, on voit que dans cette définition, il y a plusieurs points. Le premier, c'est que il n'y a pas, c'est toujours entre agents économiques, c'est-à-dire que dans la logique des externalités, il ne peut pas avoir une pollution d'une entreprise envers une entité non humaine comme, par exemple, la mer Méditerranée. La seule chose qui peut être pris en compte, c'est par exemple la perte d'utilité de certains consommateurs de la mer Méditerranée qui, lorsqu'ils se baigneraient, auraient des boutons sur la gueule et effectivement, là, ils auraient une perte d'utilité de leur bain. On voit bien que ce concept d'utilité, d'externalité a ses limites et que finalement, ces externalités apparaissent parce qu'il y a des distorsions de marché, il y a des défaillances de marché et pour régler ces problèmes, on va créer des marchés virtuels ou réels comme c'est le cas avec le marché, les quotas carbone ou la taxe carbone. Je prolonge un petit peu rapidement sur la théorie économique. Je ne vais pas vous expliquer en détail le graphique, on le fera si vous le souhaitez, mais ce graphique montre ici la deuxième barre, c'est où en seraient les niveaux de production des entreprises si elles intégraient l'intégralité de toutes les externalités. Ce qui est une hypothèse extrêmement forte et peu réaliste. Mais si elle le faisait, quand bien même on y arriverait, les niveaux de production seraient au-delà de ce que l'environnement peut assimiler. Et on peut faire le même raisonnement, non pas avec un environnement, mais avec des salariés. C'est-à-dire que l'entreprise utiliserait ses salariés dans cette analyse coût-bénéfice, toujours au-delà du stress auquel un salarié peut absorber. Voilà, ça c'est une démonstration et du coup il est démontré que ces modèles d'internalisation des externalités ne peuvent pas permettre de préserver les écosystèmes. Et si j'insiste sur ce point, c'est que la grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité des modèles comptables, raisonnent sur ce type de réflexion, puisque on est dans une économie puisque le modèle dominant de nos économies est un modèle néolibéral et que cette réflexion sur les externalités en découle. Et donc si on veut véritablement préserver un écosystème, en fait c'est assez simple et c'est ce que va faire CARE et on verra voir comment on chiffre ça de manière comptable, mais c'est de dire ok, un environnement, un écosystème va avoir une capacité d'absorption d'une pollution, et ben arrêtons la production au niveau où l'environnement ne peut pas aller au-delà. C'est simple comme raisonnement et si on veut préserver des écosystèmes, il faut en revenir à une bonne logique paysanne, c'est-à-dire que si la forêt, on peut pas couper plus de tant d'arbres par an pour qu'elle se régénère, il faut s'arrêter à un certain nombre d'arbres. C'est con, mais c'est comme ça. Alors là, je vais vous présenter rapidement le bilan CARE qu'on a fait sur la ferme. On a fait ça pendant 4 ans avec Ferme d'Avenir, via Dominique Yost qui était comptable à Ferme d'Avenir. Donc dans la première partie, au début, vous voyez les capitaux financiers. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans n'importe quel bilan comptable. Donc capital financier au passif, on va avoir à peu près 150 000. Capital financier, 160 000. Donc on va avoir un résultat de 10 000. Voilà, ça c'est ce que je vois quand je fais ma comptabilité au réel avec Serre France. Ce que va rajouter CARE, c'est la question, on va rajouter les capitaux naturels et les capitaux humains. Et on va voir que là, par exemple, le résultat des capitaux naturels va être de 2000. Donc ça veut dire qu'on a préservé les capitaux naturels cette année. Au niveau des capitaux humains, on va être à moins 29 000. Et du coup, si on additionne les capitaux humains et naturels à nos capitaux financiers, on voit que le résultat CARE de l'entreprise La Ferme de Cagnols en 2018 était de moins 17 000. Donc ça veut dire que c'est pas durable et on le voit parce que d'un point de vue de la préservation du capital social, on est à moins 26 000. Ça c'est parce que si l'agriculteur il travaille 80 heures par semaine, qu'il prend pas de vacances et qu'il n'est pas rémunéré, eh ben il va pas tenir longtemps, il va aller vers un burn-out et ça c'est absolument pas durable. C'est ce que met en lumière un bilan CARE. Donc là, je vais poursuivre avec une analyse des sous-capitaux.
dans les capitaux naturels pour voir un petit peu comment on a fait pour mettre des valeurs derrière le capital sol, le capital biodiversité. Alors pour le capital sol, la question qu'il y a dans CARE, c'est comment préserver le capital sol. Comment une entreprise préserve un capital sol. Là, les réponses qui ont été apportées à ce type de questions ont été apportées par Dominique Yost, qui était comptable pour Fermes d'Avenir, et moi-même. Et on voit bien qu'il va nécessiter tout un travail de travailler sur les indicateurs, et il y a déjà pas mal de gens qui travaillent sur les indicateurs, et surtout après de normaliser la méthode. Toutefois, ce qu'on a pris comme le choix qui a été fixé, c'était de dire le taux de matière organique est central dans la résilience et le bon fonctionnement d'un sol. Donc si on préserve les taux de matière organique, on préserve le capital sol. Donc là, on a avec des mesures, avec des indicateurs de résultats, on a montré que en faisant des mesures de sol, les taux de matière organique ont augmenté, donc on a préservé le capital sol. Point barre. Par exemple, sur le capital biodiversité, comment on fait pour mesurer si on a préservé le capital biodiversité d'une ferme? Y mettre une valeur, sans tomber sur le piège de mettre une valeur sur le vivant. Là, on n'est pas parti compter le nombre de rouges-gorges, de couleuvres, essayer de mettre un prix sur chacun des animaux. Le questionnement était de dire comment on fait pour maintenir un capital biodiversité avec un niveau de référence qu'il faut déterminer, mais bon, on va dire un niveau suffisant. Et là, on voit plein de questions qui germent. Mais du coup, ça a été de se questionner sur comment on préserve de la biodiversité, par exemple en construisant des nichoirs, en semant des couverts végétaux, en arrêtant de travailler les sols, en plantant des haies, en entretenant les haies, en creusant des mares. Et tout ça, c'est des opérations qu'on peut parfaitement budgéter. On sait combien ça coûte d'acheter un nichoir ou de fabriquer un nichoir. Et du coup, en modèle CARE, l'entreprise va budgéter toute une série d'opérations qu'elle va estimer nécessaires pour préserver le capital biodiversité. Et à la fin de l'année, on va voir si ces opérations ont été réalisées ou pas. Et si ça a été le cas, elle aura préservé son capital. Pour l'eau, on est parti sur un indicateur non pas de moyens. Est-ce que j'arrose avec du goutte à goutte ou avec des asperceurs? Pour moi, c'est pas ça la question. La question, si on veut préserver le capital eau, c'est est-ce que je mets des produits qui vont finir dans la nappe phréatique et là, je préserve pas totalement. Et après, la quantité, si je souille pas l'eau, c'est d'où vient mon eau et est-ce que je prélève pas plus d'eau dans le milieu que s'il y en a. Donc là, vu qu'avec nos pratiques, on fonctionne qu'avec l'eau qui tombe du ciel et le trop-plein d'un puits qui vient alimenter un petit bassin qu'on a construit, on arrive à préserver le capital eau. Et pour préserver ce capital eau, en fait, on va pouvoir budgéter le coût de la création du bassin qu'on va amortir d'un point de vue comptable, ainsi que l'apport de matière organique, les bâches plastiques et toute une série d'opérations de culture que l'on fait pour pouvoir arriver à cultiver sans avoir à prendre de l'eau de l'extérieur. Voilà un petit peu comment fonctionne la méthode CARE. Je suis allé vite, mais ça n'a pas trop de temps non plus. Je voulais préciser quand même que quand j'ai contacté Fermes d'Avenir pour qu'ils viennent faire une comptabilité en triple capital sur la ferme, je m'attendais en fait au début à ce qu'on trouve toute une série qu'on mette en lumière en fait toutes mes bonnes pratiques, ils polluent pas l'environnement, ici et ça, pour essayer de mieux valoriser mes productions. Parce qu'en fait c'est ça, tu produis des légumes, tu as besoin de les vendre et tu cherches un petit peu toutes les manières d'essayer de mieux les valoriser. Mais CARE ne répond absolument pas à cet objectif. Le but pour CARE, c'est de préserver le capital humain et le capital environnemental, le capital naturel. Mais si toutes les entreprises faisaient comme ça changerait totalement la donne. Souvent, on parle d'agriculture et on dit « Ah oui, ce ne sera pas compétitif, etc. » Mais l'agriculture est quand même un secteur d'activité qui est massivement subventionné, que ce soit avec les aides PAC ou avec toutes les aides à l'investissement, les aides régions, les aides du département, les aides France Agrimaire ou les aides FEDER de l'Europe. Et je trouve ça quand même aberrant que d'un point de vue social, l'argent de nos impôts, notre argent collectif, aille à subventionner des entreprises qui détruisent l'environnement et qui détruisent l'humain.
Je pense que si on interrogeait les gens, on dirait est-ce que vous avez envie qu'avec vos impôts, on aille détruire les écosystèmes et qu'on empoisonne vos enfants? Je pense pas que le choix serait vers là, et pourtant on se retrouve avec un modèle d'allocation de subventions qui va malheureusement à réaliser ce qu'on voudrait pas qu'il advienne. Et c'est pour ça que des bilans CARE pourraient vraiment représenter les véritables impacts des entreprises et pourraient être le début d'une nouvelle politique de subvention publique qui aille véritablement vers la préservation de ce qu'on estime de manière collective, de manière démocratique, juste de préserver. Et pour terminer, je finirai avec une citation de Jacques Richard qui dit « Avec leur conception du capital comme actif, les économistes, y compris Marx, n'ont non seulement pas compris ce qu'est la vraie nature du capital pour ces entrepreneurs capitalistes, mais sont passés à côté d'un instrument majeur du capitalisme qui les empêche de concevoir une alternative sérieuse à ce modèle. » Et donc si on intégrait le capital humain et le capital naturel au passif des entreprises, là on a un véritable outil très pragmatique. Les comptables y sont formés pour créer une véritable révolution qui prenne soin de l'humain et du social. Merci.